des lieux de la situation de marché au démarrage de cette semaine qui sera marquée par les communications de grandes banques centrales, à commencer par la Fed. Delphine Arnaud est à mes côtés en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Un mot quand même de ce schéma de marché qu'on observe depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année, qui reste quand même un vent porteur pour les actifs risqués, les marchés actions notamment, mais sur les marchés de crédit, là aussi, on enregistre des performances importantes. Quand les marchés obligataires, eux, ont plutôt tendance un peu à corriger, c'est ce qu'on a vu notamment ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire des moteurs et de ce vent porteur qui soutient encore la dynamique des actifs risqués aujourd'hui, Delphine? Le moteur qui a aidé au rebond à partir de la fin d'année 2023 sont un peu moins présents cette année. Donc le rebond fin 2023 était porté par du technique où on avait des signaux techniques assez tendus. Et puis on avait des craintes d'inflation qui sont retombées comme un soufflet fin 2023. Là, en fait, fort est de constater que déjà sur le plan de l'inflation, la plus grosse marche de désinflation, elle a été faite, elle a été bien faite. C'était la partie facile. C'était la détente sur les chaînes logistiques avec une déflation des prix des biens. Ouais. L'énergie également qui a permis une détente des taux d'inflation. Ça, c'est la partie facile. Et là, en fait, on cale un petit peu maintenant. Donc on regarde beaucoup la partie inflation salariale et on voit que du coup les salaires peuvent soutenir les prix des services. On regarde également beaucoup l'inflation immobilière. On attendait tous une forte désinflation immobilière du côté des loyers aux États-Unis, qui sont une mesure un petit peu synthétique, un peu bizarre. Moi je dis fantasmagorique parce qu'on impute quand même des loyers à des propriétaires qui par nature ne payent pas de loyer et que cet indice du logement au global dans le CPI américain pèse quand même 30%. Exactement. Et donc, il faut que cette mesure-là, qui est artificielle, se détende un petit peu également. Et donc, on voit que sur le plan de l'inflation, c'est un peu moins confortable. Et également, sur le plan technique, aujourd'hui, on est un petit peu plus inconfortable à voir les marchés actions continuer leur hausse comme ça. On a l'impression d'une pièce qui roule sur la tranche avec jusque-là, l'inflation qui aidait, la croissance qui aidait aussi. Là, les signaux techniques nous disent que quand même les marchés sont un petit peu tendus. Quand on regarde les market breadth, c'est revenu à des niveaux c'est quoi, c'est la participation, c'est ça, la largeur de la participation au marché Voilà, ce sont les entreprises qui cotent au-dessus de leur moyenne de 100 jours et on est à 85%. Ah oui. Aux États-Unis, c'est beaucoup. Normalement, c'est un signe. Donc il n'y a plus beaucoup de potentiel d'amélioration, c'est ça, de l'élargissement de ces marchés. Et d'un autre point de vue technique, on arrive sur la fin du mois, sur la fin du trimestre, où les fonds de pension américains et européens de plus en plus ont tendance à rebalancer leur portefeuille. Alors ils regardent qu'est-ce qui a bien marché, ils le remettent à leur poids cible stratégique. Qu'est-ce qui a bien marché? Les actions, en particulier les actions large cap, méga cap américaines, les 7 magnifiques. Et puis de l'autre côté, l'obligataire qui n'a pas fait grand-chose pour la partie obligation gouvernementale, alors que le crédit a bien tenu. Donc il pourrait y avoir un petit rebalancement qui pourrait pénaliser un petit peu les indices actions au global. Maintenant, c'est vrai que la participation du marché des actions au marché en globalité, elle a été quand même très concentrée. Ah oui. On a vu les 7 magnifiques, alors plus que 5 parce qu'il y en a 2 qui sont un petit peu à la traîne, mais qui ont tiré les valorisations des indices qui sont au plus haut. Tant mieux. Mais donc du coup, ça aussi, il pourrait y avoir un peu des prises de bénéfices. Ouais, de ce point de vue-là. Au-delà de cette mécanique de rebalancement et de ces effets techniques de marché, sur le plan fondamental, on a pu voir l'inflation passer de 10 à 3 avec une croissance résiliente et même une croissance américaine qui a accéléré en 2023. Il faut toujours l'avoir en tête. Quand on est à 3% d'inflation ou autour, passer de 3 à 2 avec le niveau de croissance que peut encore afficher l'économie américaine, ça va être quelque chose de plus difficile. Quel va être le sens de la communication des banques centrales cette semaine à ce stade, et notamment de la Réserve fédérale américaine? Lors de la dernière réunion fin janvier, Jérôme Powell nous disait « Nous avons besoin d'avoir une plus grande confiance, a greater confidence, dans cette capacité de l'inflation à continuer de converger vers les 2% dans un délai acceptable ».
est-ce que depuis le 31 janvier, est-ce que Jérôme Powell aura gagné un peu en confiance ou pas forcément ? Un peu en confiance, un petit peu, il le dit dans son beige book, et puis on le voit dans le GDP Now, c'est-à-dire que le GDP Now mesuré par la Fed d'Atlanta était monté à 4% début février. Pour le premier trimestre pour le premier trimestre, donc ça avait pu faire un peu peur au marché, où on se dit, mais même, quand est-ce qu'il va avoir l'occasion de baisser ses taux. Là, finalement, le GDP Now, il est redescendu à 2,3, donc c'est, voilà, il n'y a pas de crainte de réaccélération de la croissance qui ferait une nouvelle pression inflationniste et finalement qui retarderait les baisses de taux tant attendues et si bien pricées par les marchés. D'accord. Maintenant, ce qui est inconfortable pour Jérôme Powell et pour nous par la même occasion, c'est que le discours de Jérôme Powell depuis 2021 était que, et puis des autres banques centrales d'ailleurs, c'est que les banques centrales sont data dependent désormais. Donc on n'a plus de forward guidance, il nous dit plus en avance ce qu'il va faire, et il nous dit regardez les datas, puisque nous aussi on regarde les chiffres, et ces chiffres en fait, il y a du bien, il y a du moins bien, et ils sont surtout, ce que j'en retiendrai, c'est qu'ils sont surtout illisibles et très souvent révisés. Donc par exemple sur le marché de l'emploi, alors on a des données qui sont plutôt rassurantes. Ce que veut Powell, c'est il veut pas forcément ralentir la croissance. Ce qu'il veut, c'est un marché de l'emploi qui soit fluide pour ne pas être inflationniste. Et de ce côté-là, en fait, ça va à peu près. On a une baisse des job openings, donc des ouvertures de postes. Depuis, on a de la volatilité. On a également, et il le souligne dans son beige book, on a également moins de personnes qui démissionnent, donc le quit rate, ça aussi c'est quelque chose qui peut le rassurer. C'est vrai que si on est obligé d'augmenter le turnover dans les entreprises pour des salariés qui vont chercher des plus gros salaires, finalement c'est compliqué pour faire baisser l'inflation. Et en plus de ça, aujourd'hui, en changeant d'entreprise, ils ne gagnent pas davantage de salaire. Donc on est sorti de cette mécanique un peu affreuse dans laquelle on était jusqu'à il y a 6 mois, 1 an. Affreuse du point de vue de la Fed, je le précise à chaque fois, parce que c'est peut-être le marché du travail américain le plus solide de l'histoire, en tout cas pour une génération de salariés. Exactement. Je dis, et du point de vue des révisions, en fait, quand on regardait les courbes, les mêmes données avant, après, en fait, la tendance des courbes a complètement été modifiée. Par exemple, si on regarde les inscriptions hebdomadaires au chômage et qu'on les regarde en continu, le nombre de personnes inscrites au chômage, on voyait beaucoup de volatilité. Et puis finalement, quand on regarde les courbes révisées, en fait, on voit une dégradation jusqu'à milieu de l'an dernier, et puis désormais un plateau, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, on n'a pas une désinflation très rapide, mais on n'a pas non plus ni une dégradation de la croissance, ni une réaccélération. Ce sont les deux scénarios qu'on voulait éviter. Donc pour ça, c'est plutôt bon. Est-ce que le marché peut offrir à la Fed la possibilité d'être patiente, d'attendre peut-être un peu plus longtemps avant de baisser ses taux, peut-être un peu moins que prévu sur l'ensemble de 2024 ? Est-ce que le marché est prêt à entendre cette histoire-là, qui est une histoire alternative peut-être, mais qui semble quand même une histoire à laquelle il faille réfléchir? Alors ça dépend quel marché. En général, les marchés obligataires sont un peu plus impatients et un peu plus sensibles. Donc ceux-là, on les sent un peu plus nerveux depuis le début de l'année. Pour les marchés actions, tant qu'on est dans une dynamique de baisse des taux, parce que la dynamique de désinflation, elle est toujours devant nous, et c'est ce qu'on croit. J'en ai 3, 4, 1 ou 2. Voilà, et qu'elle intervient en juin, en septembre ou en décembre, finalement, c'est pas très grave. On a un problème de calendrier avec les élections, et c'est ça en fait qui va un peu contraindre le premier mouvement de baisse. Mais la dynamique de désinflation, nous on est assez convaincus qu'elle va arriver. Je regardais les taux d'utilisation des capacités de production. L'inflexion, elle est nette, elle est vraiment inscrite dans le temps, et pour le coup, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usines, elles tournent pas à plein régime, donc on n'est pas dans beaucoup moins qu'au pic qui était 2021 pour l'Europe et 2022 aux États-Unis. Donc ça veut dire que voilà, il y a eu des grosses tensions, et ça se détend un peu partout.
sur le phénomène de concentration, évidemment, la concentration des marchés tourne autour de la tech américaine et donc du thème de l'IA. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une bulle, pour dire les choses frontalement, Delphine ? Alors non, moi je ne m'inquiéterais pas du tout d'une bulle. Quand on regarde, donc une bulle, ça veut dire une bulle de valorisation des valeurs américaines, quelques valeurs américaines sur une thématique, l'IA et la tech en général, qui montrait comme ça, avec juste sur un moteur de valorisation et pas un moteur d'EPS. Toujours plus cher. Toujours plus cher. Ça, on n'est pas du tout là-dedans. Déjà, la valorisation, on est à 28 de PE pour, je regarde le top 10 des valeurs du S&P. On est à 28 de PE. Quand on regarde historiquement le top 10 des valeurs du S&P, on a pu monter beaucoup plus haut et il n'y a pas si longtemps. En 2021, on était à 43 années de bénéfices et en 2000, pour reprendre la bulle Internet, on était monté à 52. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène de bulle. Et ensuite, elle s'accompagne d'une revalorisation des bénéfices. C'est-à-dire que ce top 10... il est pénalisant pour nous en gestion de portefeuille parce qu'il représente 33% de la capitalisation du S&P et ça, c'est un niveau jamais atteint. Mais il représente également, ce top 10, 25% de la profitabilité des actions du S&P. Et ça non plus, c'est un niveau jamais atteint. Donc en fait, quand vous êtes un peu à l'orée de la forêt, vous ne savez pas si vous allez rentrer en récession, vous vous réfugiez dans les valeurs qui produisent et qui surprennent positivement en termes de profitabilité, qui ont des bilans solides. Et ça, du coup, ce sont ces phénomènes-là. Après... Maintenant, on voit aussi depuis quelques mois un report vers les bonnes actions américaines. Goldman Sachs appelle ça les granolas. Alors, les granolas, c'est l'Europe, c'est ça pour Goldman. Oui, bien sûr. D'accord. On sur va les chercher grandes blue chips européennes. Les blue chips européennes. Et pour moi, il y a de la place déjà pour ces blue chips européennes qui sont sur des phénomènes identiques, de la profitabilité et des valorisations qui sont pas extravagantes. Mais il y a aussi de la place pour le reste de la cote. Et c'est ça qui pourrait donner encore un petit peu, à horizon fin d'année, qui pourrait donner encore un petit peu de moteur de performance sur les marchés. Quand vous dites le reste de la cote, pour conclure, Delphine, ça veut dire qu'on peut aller chercher peut-être des tailles d'entreprises désormais un peu inférieures. Les méga caps font mieux que les large caps, qui font mieux que les mid caps, qui font mieux que les small caps. Est-ce qu'on peut avoir de ce point de vue-là un peu de, oui, c'est ça, un peu de ruissellement alors. Oui, on peut avoir un petit peu de ruissellement. Alors aux États-Unis, finalement, la croissance tient bien, ni trop chaude ni trop froide, et ça s'est pas tellement vu dans les EPS. Les entreprises du milieu de la cote, finalement, elles sont un petit peu sur un creux de profitabilité et elle pourrait rebondir. Pour l'instant, on a vu la croissance rebondir l'an dernier, mais on n'a pas vu le rebond sur la profitabilité. Et puis, par contre, en Europe, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. On est quand même bien tributaire de la Chine. Et là, pour le coup, les chiffres qui sont tombés ce matin avec la production industrielle en hausse, avec les moteurs traditionnels en fait de la Chine. Oui, la Chine a un problème sur son immobilier, mais son moteur que son commerce international et ses investissements, on voit que finalement, ils fonctionnent toujours. Et donc, avec une thématique de fin du déstockage, faut pas être trop négatif, surtout que le reste de la cote, pour le coup, la valorisation, elle est price un futur très négatif, pour dire les choses. Merci beaucoup Delphine. Delphine Arnault qui est avec nous en plateau, gérante chez Edmond Rothschild Asset Management.